Je dirais que j'ai bien écouté vos profils et j'ai l'impression que par rapport aux dossiers qu'on a à traiter au cabinet, on est souvent face à des profils dits vengeurs. C'est-à-dire qu'on a souvent affaire, alors non pas à la fraude du siècle ou aux fraudeurs du siècle, mais à des multitudes de petits actes frauduleux ou d'actes de malveillance au moment où un salarié n'est pas content de l'attribution de sa prime, n'est pas content du fait qu'un de ses collègues soit promu et pas lui, n'est pas content d'un licenciement, d'une sanction quelconque. Et là, on se retrouve face à des comportements malveillants. Alors, on a des milliers d'exemples au cabinet. Ça peut être de retrouver les plans d'un nouveau produit déposé dans la boîte aux lettres du concurrent. Ça peut être, comme par hasard, de perdre un ordinateur à un moment vraiment très important. Ça peut être des cas de fraude peut-être un peu plus graves sur notamment l'usurpation d'identité ou l'envoi de fichiers à l'extérieur ou l'effacement de certaines données sensibles. Ce sont des cas qu'on voit très souvent au cabinet. Alors moi, je les appelle plutôt actes de malveillance parce que je considère qu'il y a une réelle intention de nuire, mais ce sont des cas auxquels on est confronté relativement fréquemment et peut-être moins à la fraude effectivement financière extrêmement gravissime pour l'entreprise. Mais ces petits actes qui peuvent venir à tous les niveaux, il ne s'agit pas forcément d'un acte émanant du top management, mais ça peut être un acte d'une assistante, d'un stagiaire. On les retrouve vraiment relativement fréquemment avec cette idée, je trouve, qui était très bien exprimée par vous, de vengeance détournée, de sentiment de lèse, pour reprendre vos propos. C'est exactement ce qu'on décèle à l'issue de la procédure. Effectivement, une personne, à un moment donné, s'est estimée frustrée dans son contexte d'entreprise pour X raisons qui n'avaient jamais été décelées par l'employeur, parce qu'on est plutôt sur des frustrations personnelles à la personne, je crois, et ce sont des cas qui reviennent très très fréquemment. Alors, pour vous faire peut-être un petit point juridique sur ces différentes questions, ce que je souhaite aborder avec vous, c'est comment peut-on réagir d'un point de vue juridique quand on est confronté à une situation de fraude ou de malveillance. Alors tout d'abord, premier cas auquel on va penser, c'est bien entendu la plainte pénale. On est dans un cas qui peut relever d'une plainte pénale, dans la mesure où ça peut relever d'un cas de vol, de l'escroquerie, ça peut relever d'intrusion dans un système automatisé de données, ça peut être un détournement de finalité dans le cadre du droit des données personnelles, ça peut être de la contrefaçon dans le cadre de la reprise de plans de titres de propriété industrielle. Donc on a un certain nombre d'éléments qui nous permettront probablement de qualifier l'infraction d'une infraction pénale. Alors à partir de là, plusieurs possibilités pour l'entreprise. Déposer une plainte simple, bien sûr, ce qui revient finalement assez rarement. Plus fréquemment, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. La différence entre les deux, c'est qu'en matière de plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction nommera un juge d'instruction qui sera obligé de poursuivre. L'avantage, j'en reparlerai par la suite, c'est qu'on est là dans un mécanisme où on va réussir petit à petit à remonter, en tout cas l'instruction devrait nous permettre d'établir des moyens de preuve. Vous le verrez par mes propos, on est souvent également dans une problématique de preuve. Il n'est pas toujours facile d'apporter la preuve que le comportement vient bien, effectivement, de telle ou telle personne. Alors en matière de plainte avec constitution de partie civile, vous savez peut-être que depuis 2008, on a l'obligation de saisir préalablement le parquet. Ça veut dire que la plainte, de toute façon, ne sera pas enregistrée avant un délai de 3 mois. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le juge d'instruction n'a même pas encore été nommé. Donc, vous voyez, ça veut dire que la plainte, effectivement, ne sera elle-même enregistrée qu'à partir d'un délai de 4 à 5 mois. C'est à peu près le délai qu'il faut compter pour qu'il y ait, de la part du doyen des juges d'instruction, une consignation qui soit versée. Donc on a après 2 mois pour le versement de la consignation. Ensuite seulement, un juge d'instruction est nommé et les instructions commencent. Donc quand on parle de litige en matière informatique, par exemple, ce délai peut être gravissime.
Donc il faut parfois réfléchir à d'autres moyens que j'évoquerai. Il faut avoir à l'esprit en tout cas, ces délais. Ce n'est pas de la faute de l'avocat, ce sont des délais procéduraux contre lesquels on ne peut rien faire. Alors ce délai de 3 mois n'est pas... qui est incompressible pour toutes les infractions, n'existe pas en matière de presse, puisque vous savez qu'en matière de presse, par exemple, en matière de diffamation, il existe une prescription de 3 mois, ce qui veut dire que si on n'agit pas dans les 3 mois de la publication, les 3 mois de la diffusion du propos estimé diffamatoire, on perd tout droit à agir. Donc, dans ces cas-là, la procédure est bien entendu aménagée. Donc, ça veut dire qu'il y aura une consignation. J'en parlais à l'instant, consignation inversée qui dépendra des cas de figure, mais on va dire de l'ordre de 1 500 à 3 000 euros selon les cas d'espèce. S'agissant de particuliers, les sommes peuvent être moindres, mais en tout cas, il y a ce premier montant à verser pour l'entreprise. Alors, compte tenu de ces délais, et pour ma part, je suis beaucoup confrontée à des litiges qui mettent en place qui ont lieu par le biais de supports informatiques, par le biais de supports numériques ou en réseau, interne, extranet, internet. Ce délai de plusieurs mois est vraiment un délai qui nous embête beaucoup. C'est la raison pour laquelle on fait beaucoup appel à une procédure d'ordonnance sur requête. Donc là, cette fois-ci, on agit devant un juge civil. Depuis le décret du 24 mars 2006, il y a une obligation de la part de tous les opérateurs de télécommunications de conserver les données de connexion. L'obligation de conservation pendant 12 mois, ce sont des éléments qu'on va utiliser pour essayer de remonter jusqu'à l'individu. Parce que la plupart du temps, face à un comportement malveillant qui aura lieu, par exemple, à partir d'une boîte aux lettres ou à partir d'un accès limité ou restreint à une base de données, on aura accès à des données de connexion. Et c'est à partir de ces données de connexion qu'on doit établir la preuve certaine que le comportement émane bien de telle ou telle personne. Donc sur requête, on saisit le président du tribunal. Ce sont des procédures qui sont non contradictoires, donc c'est une demande qu'on fait au président de la juridiction pour lui demander d'obliger ou d'enjoindre un opérateur à nous fournir un certain nombre d'informations sur l'IP de connexion, les données de connexion, de façon à remonter le fil de la communication. Alors nous avons également souvent recours à des constats d'huissier. Parce que parfois la preuve n'est pas si difficile à constater, elle est présente dans l'entreprise. Il suffit de constater des choses qui ont par exemple disparu, qui ont été dérobées, des documents qui peuvent se trouver dans un bureau, ou ou une personne qui aurait accédé à tel ou tel bureau dans lequel a priori elle n'a pas à avoir accès. Donc le constat d'huissier peut également servir de preuve. Dans ce cadre-là, en matière de constat d'huissier, nous avons 3 jurisprudences qui viennent nous expliquer comment les constats d'huissier doivent être faits, notamment en matière de constats concernant des réseaux de communication. Par exemple, une première affaire qui date de 2000, qui nous explique que le constat d'huissier doit simplement faire une constatation matérielle des faits. En aucune façon, il s'agit à ce stade-là d'interpréter ou d'apprécier le comportement. Il s'agit donc juste d'une constatation matérielle. Un constat objectif, on arrive à annuler aujourd'hui des constats d'huissier sur lesquels l'huissier donnerait un avis. Il n'est pas là pour ça. S'agissant d'un ordinateur, pour qu'il puisse servir au constat, on demande à ce qu'il ne soit pas mis en réseau. On demande également à ce que soient vidés les mémoires cache, les lecteurs de CD-ROM, les lecteurs de disquettes, tout ce qui peut tout ce qui peut recevoir des informations, clé USB bien entendu. On demande également à ce que tous les fichiers Internet temporaires soient effacés. De même pour les cookies ou les fichiers de navigation, notamment les historiques de navigation. Toujours dans le cadre de ce constat, on va demander, bien entendu, de vérifier l'adresse IP du site consulté, si on visite un site ou un intranet ou un extranet, de vérifier s'il y a une connexion au serveur proxy, et de décrire le cheminement de la navigation. Dans ce cas d'espèce, il s'agissait de décrire le cheminement à l'intérieur du site, donc d'une page d'accueil jusqu'à une page plus profonde à l'intérieur du site. Si l'ensemble de ces éléments ne sont pas respectés,
le constat d'huissier sera considéré comme nul. Si le constat d'huissier est considéré comme nul, ça veut dire que les sanctions prises à l'encontre de l'employé, du salarié vis-à-vis duquel on a pu remonter, sera lui-même considéré comme abusif, avec toutes les conséquences que ça peut découler, ayant quelqu'un qui, on le sait, a commis une fraude, mais en n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de cette fraude. Nous avons eu une deuxième décision qui nous dit que le constat d'huissier doit être effectué dans les locaux de l'huissier de justice. À nouveau, dans cette idée de préserver un maximum de preuves et de préserver ce caractère objectif des constatations. Dernière décision qui a été rendue en matière de constat d'huissier, une décision du TGI de Mulhouse en 2007, qui a considéré que le constat d'huissier n'avait pas de force probante dans la mesure où l'huissier n'avait pas cliqué sur le lien affiché de la page de résultats. En fait, il avait juste constaté la page sans aller jusqu'à cliquer cette page. Le juge a considéré donc que le constat n'était pas valable et donc, à nouveau, c'est toute la procédure qui tombe. Donc, évidemment, il faut être vigilant sur ce type de procédure. Alors ensuite, il est possible, dans un certain cas, ce qu'on voyait tout à l'heure, que les contrôles puissent être effectués à partir du poste du salarié. Le salarié, sur son poste de travail, a un certain nombre d'éléments qui permettent de déterminer que le document est parti de son poste de travail, est parti de sa connexion. Alors évidemment, les experts seront extrêmement pertinents là-dessus. On a par exemple eu plusieurs affaires sur lesquelles on a pu remonter qu'une clé USB a été introduite sur un ordinateur 6 mois auparavant, et sur cette clé, il y avait l'image du fichier qui avait été envoyé par le biais d'Internet. Le fichier n'avait jamais été enregistré sur le disque dur, mais on a pu retrouver l'image du fichier, ce qui a permis de mettre en cause la culpabilité de cet individu. Alors en matière de contrôle sur un poste de travail d'un salarié, il y a l'obligation légale d'informer préalablement le salarié du contrôle de son poste, l'informer de façon générale de tout dispositif de contrôle mis en place dans l'entreprise. Et quand on envisage la mise en place de dispositifs de contrôle, il y a l'obligation d'informer l'ensemble des instances représentatives du personnel. Comité d'entreprise, délégué du personnel, bien entendu. Alors, ces dispositifs de contrôle peuvent amener à récupérer des données personnelles, c'est-à-dire des éléments qui permettent d'individualiser et d'attribuer des informations à un salarié précis. Dans ces cas-là, on est dans le cadre d'une déclaration obligatoire auprès de la CNIL, déclaration obligatoire qui n'entre pas forcément dans le cadre des déclarations générales que peut faire l'entreprise. On est sur un dispositif particulier de contrôle qui nécessite une déclaration particulière et spécifique sur ce sujet auprès de la Commission nationale informatique et liberté, qui nous demandera notamment quelle est la durée de conservation de ces informations. Elle considère en général qu'une durée de quelques mois peut sembler légitime, mais que par contre, il n'y a pas d'intérêt particulier à conserver ces informations au-delà d'une durée, par exemple, de 6 mois. Alors, la jurisprudence a considérablement évolué ces dernières années, puisque tout l'enjeu du débat qu'on a en France, c'est comment réussir à équilibrer, d'une part, les obligations de contrôle de l'employeur, sa propre responsabilité, puisque en mettant à disposition de ses salariés des outils informatiques ou des connexions Internet, il lui met à disposition des moyens de commettre aussi des infractions. Donc comment trouver cet équilibre entre sa propre responsabilité qu'il peut engager, on en parlait tout à l'heure avec la charte éthique, et la vie privée du salarié, puisque je vous rappelle que contrairement aux pays anglo-saxons, on considère en droit français qu'il y a une protection du salarié à sa vie privée, y compris à l'intérieur de l'entreprise. Je vous disais, la jurisprudence a évolué, puisqu'on est parti en 2001 du fameux arrêt Nikon, qui venait dire « l'employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ». En d'autres termes, on n'avait pas le droit d'aller voir ce que le salarié envoyait comme message personnel. 2005, arrêt Catnet,
on nous dit « sauf risque ou événement particulier ». C'est là, effectivement, où l'ensemble des dispositifs d'alerte, de dénonciation, d'éthique, etc., peuvent avoir un sens. Ça peut être un moyen d'avoir justement ce risque ou cet événement particulier. Sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels, contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition, qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Donc cette jurisprudence est intéressante parce qu'elle nous dit on peut aller voir un certain nombre de choses, il suffit d'appeler le salarié ou qu'il soit présent, de l'avoir convoqué. Vous voyez des évolutions quand même intéressantes qui sont allées encore plus loin. Cet arrêt de la Cour de cassation qui nous dit les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail, grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier hors de sa présence. Donc on est toujours dans des possibilités de contrôle qui sont plus favorables à l'employeur que ce qu'elles étaient il y a quelque temps. Alors tout ça nous amène à dire, pour pouvoir mettre en place ces contrôles, pour pouvoir construire ce cadre juridique qui permettra à l'employeur de dire « j'ai mis en place un certain nombre de choses, donc ça me permet soit de constater, soit de sanctionner un comportement déviant du salarié, soit de dire aux tiers concernés par cette fraude, ce comportement malveillant, ma responsabilité n'est pas engagée », ça nécessite de construire ce cadre juridique. Et pour cela, on a plusieurs outils. Le premier outil auquel on pense souvent, c'est la charte informatique, alors qu'il peut s'appeler charte des moyens de communication, charte des outils mis à disposition, peu importe. Mais encore faut-il qu'elle existe. Un arrêt de la Cour de cassation nous a par exemple dit « constitue une faute grave le fait pour un salarié de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société par emprunt du mot de passe d'un autre salarié ». Comportement contraire à l'obligation posée dans la charte informatique en vigueur dans l'entreprise. Le salarié a pu être sanctionné parce que ce comportement avait été indiqué dans la charte informatique. C'est le seul raisonnement suivi par la Cour de cassation, qui n'est pas venu dire que c'est un comportement de principe général interdit. Donc vous voyez d'où la nécessité de faire attention à ces chartes informatiques qui sont parfois extrêmement générales en termes de descriptifs d'infraction. On retrouve parfois des chartes informatiques qui disent « vous n'avez pas le droit d'avoir un comportement contraire à la loi ». Bon, il faut aller plus loin et vraiment décrire ces comportements qu'on récuse ou qu'on ne veut pas voir dans l'entreprise. Alors, autre levier peut-être d'information, l'administrateur réseau. Alors l'administrateur réseau est extrêmement important parce qu'il peut, lui, avoir connaissance d'informations sensibles par son rôle juste d'administrer le système d'information de l'entreprise. Il voit forcément passer un certain nombre d'informations. Alors, notre administrateur réseau a pour mission habituel, le fonctionnement normal de l'entreprise, du réseau de l'entreprise, l'intégrité de ce réseau, et il est soumis à une déontologie compte tenu des informations auxquelles il peut avoir accès. Le principe est certes de dire qu'il s'interdit toute divulgation d'informations auxquelles il peut avoir accès, d'informations personnelles, secret des correspondances, mais il est important de préciser dans son rôle l'administrateur réseau, que cette interdiction de divulgation n'existe plus dès qu'il y a remise en cause du fonctionnement technique de l'entreprise, enfin, du réseau de l'entreprise, ou bien sûr de la sécurité, ou encore, pourquoi pas aller plus loin, quand il s'aperçoit de choses contraires à l'intérêt de l'employeur. Je pense qu'il est important de responsabiliser aussi cet administrateur réseau dans le cadre des informations auxquelles il peut accéder. Sans forcément remettre en cause, bien sûr, ses obligations de confidentialité. Alors, autre document sur lequel on travaille beaucoup, la charte éthique. On voit de plus en plus d'entreprises adopter ces chartes éthiques. Quelles sont les clauses qu'on retrouve le plus ? Je vous ai mis là un petit panorama non exhaustif des clauses les plus courantes. Alors bien sûr, on trouve des dispositions générales indiquant une obligation de respect par tous les collaborateurs de l'entreprise des lois et règlements en vigueur. Alors quand il s'agit d'une entreprise internationale, il est difficile de demander aux collaborateurs de connaître les lois de tous les pays de présence du groupe, mais
peut en rappeler en tout cas certaines. On peut également adopter des règles précises pour éviter tout conflit d'intérêts. On retrouve aussi beaucoup de dispositions par rapport aux délits d'initiés ou aux détentions d'informations privilégiées. Également par rapport aux notions de transparence, d'exactitude des données transmises par le collaborateur. On met souvent également en place des règles de protection en matière de propriété intellectuelle. Si on a accès à un élément protégé par un droit d'auteur, par un brevet, que faut-il faire, de quelle façon, quel contrat on doit faire signer à nos partenaires, tout ça sont des choses qui sont importantes. Et donc d'autres éléments sur toujours ces règles de transparence, de corruption. On peut se poser toutefois la question, s'agissant d'une charte, de son caractère obligatoire ou pas. Le principe d'une charte, c'est qu'elle n'est pas obligatoire, juste un accord de bonne volonté. Donc ça veut dire que le non-respect de la charte ne peut pas entraîner de sanctions envers le salarié. C'est pour ça qu'en matière, par exemple, de charte informatique, on l'annexe au règlement intérieur, ce qui lui permet de donner la même force que le règlement intérieur. Mais c'est une question quand même à se poser. Alors les alertes professionnelles, c'est ce qu'on a beaucoup mis en place depuis le Sarbanes-Oxley Act. Quelques questions néanmoins qui se posent régulièrement. L'anonymat. Quel anonymat on met en place? Est-ce que c'est un anonymat total ou pas? Est-ce qu'on peut tracer l'appel téléphonique ou l'email qui a été envoyé à une boîte aux lettres? Est-ce qu'il y a une protection particulière de celui qui a lancé l'alerte? Bon, le destinataire, les suites réservées, tout ça sont des questions à se poser. Je vais citer une autre décision qui nous dit que l'entreprise est responsable des conséquences de l'usage, même à des fins personnelles, de son système d'information par ses préposés. Donc, toujours ce contrôle dans le cadre de la responsabilité éventuelle de l'employeur. Alors, je vous le disais tout à l'heure, comme l'employeur a intérêt à mettre en place des outils, il a intérêt à contrôler. Tout ça va l'amener à collecter un certain nombre d'informations. Il ne doit pas oublier non plus à faire les démarches auprès de la CNIL, les démarches juridiques obligatoires par rapport à ces données qu'il va récupérer. Le cas qu'on retrouve le plus, c'est le cas de l'entreprise qui met en place un système type vidéosurveillance ou biométrique ou un système de badge juste pour accéder aux locaux, pour savoir quel salarié à quel moment s'est connecté est entré dans l'entreprise. On s'aperçoit qu'un salarié est entré dans l'entreprise à un moment où il n'avait rien à faire dans l'entreprise, qu'à ce moment-là, par hasard, des documents ont disparu, on veut le mettre en cause, et puis le traitement n'a pas été déclaré auprès de la CNIL. Donc le traitement est nul de nullité juridique, et donc on ne peut pas du tout prendre en considération les éléments de preuve qu'on a, à savoir les listings informatiques. Le point sur lequel, ce sera ma conclusion, le point sur lequel on voit beaucoup de difficultés aujourd'hui en entreprise, mais je dirais qu'on a au minimum un cas par semaine là-dessus. Alors je dis entreprise, mais on retrouve aussi des problèmes en administration. C'est l'usurpation d'identité. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cas d'envoi de messages, alors avec des caractères injurieux, pornographiques, diffamants, ridiculisants, etc., reprenant l'identité d'un tiers. C'est assez facile de reprendre les coordonnées, le nom du dirigeant de l'entreprise, d'enregistrer une boîte aux lettres sur un serveur de messagerie gratuite, et puis de bombarder à tous les clients de l'entreprise un message à caractère pornographique. Encore un cas que j'ai eu hier matin. Donc, évidemment, ce sont des cas qui reviennent assez souvent, ces usurpations d'identité. Donc, il ne faut pas oublier de les mettre dans la charte informatique comme comportement interdit. Et je terminerai là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas un délit. Ça devrait le devenir dans le cadre de la prochaine loi sécurité intérieure que nous attendons avec impatience. Merci de votre attention.